Alright, bienvenue à notre podcast Les Talks No Bullshit with ADS. C'est pour qui, à vrai dire, c'est pour tous les passionnés, tous les tripeux de gym, que ça fasse 5 ans, 10 ans, 15 ans que tu t'entraînes, que tu fasses de la compétition ou que tu aspires à faire de la compétition, c'est encore plus pour vous autres. Pourquoi? Parce qu'on parle beaucoup de bodybuilding, de nos erreurs du passé, de notre expérience dans nos compétitions. À vrai dire, pourquoi on appelait ça No Bullshit? C'est parce qu'on ne passera pas par quatre chemins. On n'est pas là pour faire de la dentelle. On est là pour dire les vraies choses. On n'a pas de tabou de notre côté. Il va y avoir 3 portions au podcast. La première portion, c'est les talks entre boys, les coachs ATS du mercredi où on transmet ça en podcast. Il va y avoir la partie aussi où on va faire venir des invités, que ce soit pour leur expertise ou que ce soit pour les discussions au niveau du bodybuilding. Il va y avoir la partie solo aussi, où ce que je vais apporter ma partie mindset, j'appelle ça mes speeches. C'est mindset, c'est bodybuilding. Donc, tout ça, c'est ça le podcast de notre équipe ATS. Puis, c'est commandité par notre commanditaire principal, c'est ATP Lab. J'ai apporté ce produit-là, c'est NeuroPrime, c'est mon produit préféré. Je vous recommande vraiment à tous. Pourquoi? Parce que ça permet de me garder focus dans mes workouts. Il n'y a pas de caféine, à vrai dire, ça va juste me craquer. Pourquoi? Parce que j'ai du alpha-GPC, de la tyrosine, puis de l'alcarnitine. Ça peut servir aussi quand je vais travailler. Si tu es quelqu'un qui a de la programmation à faire ou quoi que ce soit, tu es à ton ordinateur, tu dois être focus pour faire un travail. Je l'utilise autant au gym ou pour ces moments-là. À vrai dire, c'est des produits qui sont pharma-grade, super important de le mentionner. J'aurais pas à avoir du magnésium, j'aurais pas à avoir du zinc. ATP, c'est une compagnie qui est québécoise, vraiment. C'est la qualité avant tout. Donc, je recommande à tous, si vous commandez sur le site atplab.com, utilisez votre code promo, c'est le code FA10, donc FA10. Sur le code, vous allez avoir 10% de rabais. Alright? Donc, sans plus tarder, je vous laisse pour le podcast actuel. La meilleure des choses, si vous aimez, si vous apprenez des choses dans le podcast, si vous voulez nous remercier, c'est de liker, de partager et vraiment de vous abonner sinon à notre podcast. Alright? Donc, bonne écoute à tous. Ciao! Alright, bienvenue à nos live ATS du mercredi soir. Ce soir, j'ai choisi le gros sujet, parce qu'on va parler de dos. Ça m'est venu tantôt parce que je m'entraînais puis je faisais justement du dos. Puis je me rappelais à quel point que j'ai eu de la difficulté quand j'ai commencé à recruter mon dos, à bien le sentir. Puis je pense que c'est une des problématiques qu'on voit souvent. Ça soit à n'importe quel niveau, même si tu regardes niveau avancé, je regarde du monde qui ont tout ce qui est upper back qui est vraiment surdéveloppé, les lats qui ont la difficulté à être recrutés, puis après ça tu regardes le mouvement de la personne, peu importe son niveau, ben c'est qu'il y a beaucoup de recrutement du upper back parce qu'il y a une méconnaissance au niveau de la mécanique du mouvement, de l'anatomie du corps aussi, comment est-ce que ça interagit avec le mouvement qu'on choisit. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler de dos. J'avais quelques questions aussi par la suite là, qu'on va aborder. Puis, je vous invite aussi, là, peu importe des questions que ça touche le dos, que ça touche peu importe l'autre partie du corps, ou que c'est pour la nutrition ou l'entraînement, ça me fait plaisir, autant que ça touche l'entraînement. Fait que, à vrai dire, c'est juste que ça touche pas le personnel. Fait que, je vais commencer par intégrer ça, faire une introduction un petit peu. Pour ce qui est du dos, on parle souvent, faut mettre une ceinture, faut mettre quelque chose pour soutenir notre dos parce qu'il faut faire attention pour pas se blesser quand on fait soit je pense au deadlift, je vois du monde qui font du rowing, puis tout de suite on pense à ça prend une lifting belt, ça prend une ceinture de squat. Il y a comme une comment je dirais ça, un overrate au niveau de cet outil-là de gym. On devrait pas, parce que c'est rendu que tu vois quelqu'un qui fait du barbell curl, puis il est rendu avec sa ceinture, qui met ça pour faire du curl, puis là tu demandes pourquoi tu mets ça. Ah, mais c'est parce que je veux rapetisser ma taille aussi, fait quand je vais forcer, ben ça va m'empêcher que mon ventre il gonfle, puis à cause de ça, justement, ben je vais garder une petite taille. Mais parce que là, on est dans la grosse mode en ce moment des gaines, puis j'en ai parlé, j'ai fait un Reels là-dessus. On a déjà fait un talk dans le passé, mais j'ai l'impression que c'est comme si ça revient, là, aussitôt que les compétitions arrivent, là, c'est comme si là, c'est le retour de la mode des waist trainers. Mais c'est un peu le même principe, là. Ta ceinture de squat, là, c'est pas parce que tu mets une ceinture de squat quand tu fais ton deadlift, tes rowing, ton squat, que tu vas éviter d'hypertrophier ton abdomen. À vrai dire, tout ce que ça va faire, c'est protéger ton dos.
Puis même là, les ceintures de squat, c'est mal mis, là, à vrai dire, je vais vous expliquer comment on devrait mettre ça. Mais en partant, si tu es en train de penser que tu vas mettre une ceinture pour te protéger quand tu vas avoir des lifts, tu es à bonne place. Mais là, si tu continues à la mettre parce que tu dis ouais, mais c'est aussi parce que je veux pas aggrosser ma taille, tu es dans le champ. Fait que là, je t'explique. Ta ceinture de squat, là, tu devrais ne pas la mettre ou la mettre très peu souvent. À vrai dire, tu devrais la mettre sur juste tes gros lifting weights. Tes gros sets. Fait que, à vrai dire, si on fait 4 séries, ça devrait être sur tes 2 derniers sets que tu mets ta belt ou même ton dernier set. Puis même, je vous encourage à ne pas l'en mettre parce qu'on n'est pas des powerlifters. On fait pas des 2-3 reps de max. Fait que c'est pas nécessairement... Moi, j'en mets même pas des ceintures de squat parce que justement, j'ai remarqué que dans le temps, quand j'en mettais, que ce soit sur mon... Parce que je l'ai fait, mettre ça pour mon rowing, quand je faisais mon dos, que ce soit pour tirage vertical, que ce soit pour du barbell row, du bent over row, je la mettais. Je me disais, il faut que je fasse attention. Puis j'étais dans la grosse pensée qu'il faut que je sois prudent, pas me blesser. Tout le monde nous amène ça, ton dos, ton dos droit, ce qui est totalement dans le champ. Fait que je l'ai mis. Ce que j'ai remarqué, c'est que ça a juste affaibli mon dos. C'est juste ce qui est arrivé. Ça affaiblit les abdos parce que t'enlèves un peu le recrutement au niveau de ta scène abdominale, dans le fond, tout ton corps. Puis tu sais, ton corps, il est là, c'est pas pour rien. Là. Ton corps, si tu dois, tu sais, on dit, faut t'entraîner ton corps. T'entraînes pas ton corps. Fais juste t'entraîner, puis ton corps va se développer en même fonction que les charges que tu vas lever. Parce que tout ce que ça fait, c'est protéger ta colonne. C'est juste ça que ça fait, protéger ta colonne pour pas avoir des issues. Fait que, à vrai dire, ta lifting belt, tu la mets seulement sur tes gros sets, puis que ça soit du squat ou du deadlift, puis ça devrait être très peu souvent que tu la mets. Fait que quand tu la mets, garde en tête que c'est pas pour ta taille, parce que c'est pas parce que tu vas gonfler ton ventre un peu quand tu vas faire un set que tu vas forcer que ça va grossir ta taille. Je vais vous le dire ce qui grossit une taille. Ce qui grossit une taille, c'est quand tu fais du bulking dans ton off-season, là, puis que tu manges beaucoup. Pourquoi? Quand tu prends de la masse, quand tu prends du poids, ben tout à un moment donné, c'est hypertrophie, puis à un moment donné, c'est aussi, on parle de ton foie, on parle des intestins, tout doit grossir parce que tu as un apport qui est plus gros. Fait que ton corps, lui, ce qui réagit, c'est comme, ben là, faut que j'ai une façon aussi de m'adapter. Fait qu'il faut que je grossisse pour être capable d'assimiler puis de prendre toute la nourriture qui m'amène. Fait que ça fait grossir les organes. Là, après ça, on va parler le monde va parler de GH. C'est pas nécessairement de GH, c'est beaucoup plus l'insuline qui va faire que le monde, parce qu'ils pensent à l'inverse, ils vont dire, si je prends de l'insuline, je peux manger plus. C'est pas ça, c'est pas même qu'on marche. On va dire, tu prends de l'insuline pour donner un break à ton pancréas, mais si tu dis, ben moi, vu que je prends de l'insuline, je vais manger plus, ça me donne, je vais manger plus de carbs, plus de ci, ben là, c'est sûr que tout va grossir. Fait que c'est pas nécessairement la faute de l'insuline, c'est la faute de qu'est-ce que tu manges. Parce que l'insuline, là, ça fait juste sécréter. C'est juste pour aider à faire la sécrétion, dans le fond, c'est juste pour... Si tu prends l'insuline, c'est juste pour empêcher qu'il y ait trop de sécrétion, que ça se fatigue, puis à un moment donné, tu as des problèmes. Fait que, bref, c'est ça qui va faire grossir ta taille. Fait que là, si on s'en revient au niveau de la ceinture de squat, là, j'ai amené ça parce que je voulais qu'on parle aussi de tout ce qui est deadlift, tout ce qui est rack pull, tout ce qui est stiff leg, parce que là, on va dire comme, hey, si tu veux un gros dos, ça te prend ça. Parce que là, on regarde tous les gars qui ont des gros dos puis ils font du deadlift. La seule affaire, c'est que c'est pas le deadlift qui va te donner un gros dos. On s'entend, ça va travailler au niveau, parce qu'ils sont beaucoup plus, dans le fond, en stabilisation. Ton dos, quand tu fais un deadlift, là, il est pas en train de roll, là, il est juste en stabilisateur. Ce qui va travailler, c'est tes fessiers, ischio, une partie de ton quad qui va travailler, puis tes lombaires. La partie qui va être en plus recrutée, ça va être tes lombaires, et non tout ce qui est tes traps, puis pas des traps, mais tes traps aussi, mais on s'entend, comme j'ai dit, sont en isolation, pas en isolation, mais sont en stabilisation. Donc, c'est ça. Fait que oui, c'est bon pour faire développer ton dos, mais ça devrait pas être ton main thing de dire, hey, faut que je fasse du deadlift pour développer mon dos. Le deadlift, à vrai dire, c'est le meilleur exercice pour globalement développer. Fait que c'est pas d'aller chercher ça pour spécifiquement le dos. Après ça, on va dire, mais là, fais du rack pull pour développer ton dos. Parce que t'enlèves un peu de motion au niveau de tes jambes, t'as moins de hip extension. Oui, mais dans un certain sens, t'es encore en stabilisation. C'est pas un exercice que tu vas faire en début de workout, dire, OK, je massacre mon rack pull deadlift, je massacre mon deadlift pour aller chercher plus de dos. Par contre, si ton objectif, c'est quand même d'aller chercher tes lombaires, c'est quand même une bonne idée de faire du deadlift. Développer tes lombaires, ça va être une bonne idée. Est-ce que là, tu te dis, hey, moi, c'est parce que j'ai mon Christmas tree, tu sais,
pas parce que tu fais du lombaire à côté que tu vas avoir un meilleur Christmas tree. À vrai dire, c'est ton niveau de body fat qui va faire que tu vas sortir ton Christmas tree. Puis c'est pas tout le monde qui peut l'avoir. Fait que là, ça, Christmas tree, on s'entend, c'est dans le bas de ton dos, les lombaires. Quand t'es vraiment sec, ça ressort. Fait que ça a l'air l'impression d'avoir un Christmas tree, mais ça, c'est vraiment ton niveau de body fat qui va faire la différence. Donc, j'ai juste vu qu'il y avait des... je pense que j'ai vu des questions où j'ai skippé, je pense. Dubé Isabelle, dans le fond, la ceinture n'est pas recommandée chez la femme afin de préserver les muscles pelviens. Effectivement, imagine si tu mets un corset tout le temps, puis, ouais, on va revenir là-dessus, là, je vais closer ça, là. Le corset, le fameux corset que tout le monde met, à vrai dire, ça va rapetisser ta taille. C'est vrai que ça va rapetisser ta taille. À long terme, si tu la mets à tous les jours, tout le temps, puis qu'elle est vraiment, vraiment fucking tight, ça va rapetisser ta taille. Mais là, après ça, on pourrait parler de tous les effets secondaires que tu peux avoir, les effets négatifs, comme qu'Isabelle vient de dire. Là, c'est compression des organes, c'est difficulté de digestion. Fait que c'est tout ça qui va s'en suivre. Tu sais, on crée un stress à ton corps en faisant ça. Puis qu'est-ce que ça fait, le stress? Ben, ça t'enlève la capacité de digestion beaucoup plus que n'importe quelle autre chose. Fait que, on est-tu vraiment à la bonne place? Comme j'en ai parlé, faire une prep, ton problème de digestion, c'est tout le temps ça qui va te tuer. Fait que, tu sais, t'étais mieux de t'éloigner de ça. Donc, je clôt le corset et la ceinture avec ça. Fait que, merci à tous ceux qui se connectent en ce moment, qui sont connectés. Fait qu'on parle de dos aujourd'hui, comme j'ai dit. J'avais fait une introduction sur le deadlift, rack pull, stiff leg. Puis, si vous avez des questions par rapport à ça, vous y allez. Donc, là, c'est de se dire, OK, mais si mettons, moi, je vais intégrer du deadlift puis que j'ai du dos à faire, est-ce que je devrais situer ça dans mes journées de jambes, dans mes journées de dos? Comment est-ce que je dois faire ça? Si moi, mettons, je veux développer mon traps, puis je sais qu'il travaille quand même pas mal dans un effet de stabilisation dans le deadlift, ben là, c'est de regarder si j'ai un entraînement de jambes le lendemain, ben c'est sûr que je ferai pas du rack pull deadlift puis du deadlift la veille d'un entraînement de jambes. Fait que c'est de programmer, de laisser au moins une journée de congé entre les deux. Puis oui, mettons, je veux faire ça pour du dos. Ben c'est sûr que si j'ai dans 2 jours des jambes, ben, je vais pas plus me situer vers du rack pull deadlift pour enlever tout ce qui est fessier beaucoup, qu'est-ce qui est quad. Puis là, je vais me concentrer à la fin de mon workout parce que là, je vais avoir vraiment été fatigué tous les muscles de mon dos. Puis à la fin, là, je vais aller chercher tout ce qui est la partie du upper back avec le rack pull deadlift. Mais si à l'inverse, tu dis, ben là, moi, je vais en faire du dos, je vais faire du deadlift, du rack pull, peu importe, au début de mon workout, là, le problème qu'on a, c'est que c'est un exercice qui crée beaucoup de fatigue musculaire. Puis, tu targetes pas une partie nécessairement de ton dos en particulier. Fait que c'est pas nécessairement la bonne chose à faire de te dire, je vais mettre ça au début. Faire du deadlift au début d'un workout, faire du rack pull deadlift, c'est pas nécessairement la meilleure affaire. Je dirais pas jamais, je vais juste dire c'est pas nécessairement la meilleure chose à faire. T'es bien mieux d'y aller vers des exercices qui vont aller chercher ton lat, qui vont aller chercher tes traps inférieurs, moyens, tout ça. Puis après ça, tu iras faire ton deadlift à la fin de ton workout. Parce que là, tu vas déjà avoir été chercher le maximum de tous les autres groupes musculaires. Puis là, tu vas faire de la fatigue en stabilisation. Mais si tu fais ça au début, stabilisation, puis là, t'es fatigué, t'es brûlé parce que tu crées de la fatigue systémique. Puis là, après ça, tu vas faire ton workout de dos, t'es batte, là. Fait que ça, c'est dans la programmation au niveau de ton deadlift, rack pull puis stiff leg. Puis là, on a parlé de développement des lombaires. Oui, c'est pas mal dans les seuls exercices que tu peux aller chercher le lombaire. Ben, pas juste que tu peux aller chercher ça, mais que tu peux target beaucoup tes lombaires. Là, après ça, si tu as une lacune au niveau de tes traps, parce que là, on est dans le deadlift, je parle de traps beaucoup. Tu as une lacune au niveau de tes traps, je serais bien plus intéressé à faire des shrugs, ou puis pas des shrugs debout, là, les épaules droites, là. Vraiment faire des shrugs, ou juste un mouvement de scapula avec tes bras droits, qui va recruter tes traps à côté. Parce que le premier exercice que tu vas faire dans ton workout, ça va toujours être celui qui va mettre le plus d'énergie, plus d'accent, et c'est là que tu vas le développer le plus. Si tu me fais ça à la fin de ton workout, c'est sûr que tu vas le travailler, mais tu mettras pas l'accent là-dessus. Étant donné que tu le pré-fatigues, ben, il va déjà, comme fatigué pour les autres exercices, va être plus engagé. Mais là, je parle de traps, puis c'est souvent, excusez, je suis déshydraté, j'arrive du gym. C'est souvent, à vrai dire, ce qui est over-travaillé, over-développé. Parce que le monde, comme j'ai dit d'entrée de jeu tantôt, j'ai un de mes chums, il est pro, puis c'est juste son dos, il est débile. Mais son upper back est juste tellement développé parce que, justement, toutes ses rows, ça part qu'il fait
une protraction de son épaule puis une rétraction. Fait que quand on fait ça, ben c'est tout le temps l'engagement, c'est tout le temps le upper back qui va travailler. Fait que premier muscle qui est recruté, premier muscle qui est travaillé. C'est ça qu'il faut se souvenir. Fait que si tu dis, bon, ben moi je fais une protection-rétraction, ben automatiquement tu vas engager ton traps. Fait que si tu veux le désengager, puis tu peux pas désinhiber un muscle à 100% parce qu'ils sont tous reliés dans un certain sens. Mais pour travailler ton dos, puis tu le sens beaucoup dans le traps, ben là ça va être de te penser tout le temps à je fasse un abaissement de mes épaules, un abaissement scapulaire. Fait qu'il faut juste que j'abaisse mes épaules, puis jamais avoir les épaules qui sont surélevées ou relever vers l'avant, puis faire un mouvement vers l'avant puis l'arrière. C'est toujours, je force dans un certain angle, là, ceux qui sont regardant le podcast, c'est plus difficile, mais 45 degrés comme un lat pull down, je m'incline vers l'arrière, puis je fais juste m'en aller vers le bas et non vers l'arrière, parce que comme ça, je suis dans mon upper back encore. Fait que je vais rouler comme ça, en angle 45 degrés, je vais être encore dans mon upper back. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment penser à, j'abaisse mes épaules, puis là, c'est après ça, c'est l'intention qu'on va créer, si tu veux travailler ton lat, c'est l'intention qu'on va créer, ça va être de pousser le coude vers la hanche le plus près du corps. Là, on va être dans le lat. Mais la majorité du monde, ils vont avoir comme intention d'amener le coude en arrière. C'est ça qui va arriver tout le temps. Puis quand j'ai amené mon coude vers l'arrière, plus souvent, ce qui va arriver, c'est justement, c'est l'épaule qui va aller shifter vers l'arrière. Puis là, on va avoir le coude qui va aller vers le côté légèrement parce que on va être plus à l'aise, plus fort aussi. L'upper back est plus fort. Donc, on va recruter beaucoup plus l'upper back. Fait que c'est sûr que il y a des bons exercices comme que tu peux faire unilatéralement pour aller chercher ton upper back, mais si tu vas aller chercher vraiment un dos qui est complet, je vais toujours suggérer, toujours, si ton dos est quand même complet ou que tu as une lacune dans le lat puis que tu es quand même plus fort dans le upper back, je vais toujours dire, il faut que tu commences avec tes lats, vraiment le lower lats en partant, puis je vois rarement du monde qui sent leur lower lat. Toutes les fois que je vais faire mes exercices de lower lat, ça va faire shit, j'ai jamais senti ça de même. Pourquoi? Parce que la majorité du monde vont commencer à faire leur dos de façon bilatérale et non unilatérale. Pour aller chercher le maximum de ton dos, c'est beaucoup plus préférable de travailler unilatéralement. Tu as plus de range of motion, c'est plus facile de te concentrer aussi sur le motion. Je suis pas anglophone pantoute, là, mais en tout cas, motion, en anglais. Le motion que ça a à créer, c'est d'amener ton coude. Fait que, de penser, tu as juste une place à penser versus deux bras, c'est beaucoup plus difficile pour ton cerveau de catcher le pattern que tu dois avoir. Fait que c'est pour ça que si tu vas aller chercher ton lat, le lower lat, tout ce que tu vas avoir de façon unilatérale, que tu as un angle d'environ 45 degrés et plus, que tu vas amener légèrement pas légèrement, tu vas amener ton coude à ta hanche dans ton intention, puis que tu vas pas rower non plus avec ton bras. Parce que si tu rows avec ton bras, tu vas ramener ton épaule un peu plus vers l'avant, puis là, ça va être tout dans ton biceps que tu vas l'avoir. Si tu veux désinhiber par 100%, ça va être de baisser ton épaule, puis là, à ce moment-là, ton coude, quand tu vas aller vers le bas, ben c'est beaucoup plus difficile de le sentir dans ton biceps. Ça va être vraiment plus ton lat. Fait que, juste de connaître la biomécanique un peu de, OK, mon lat, il se rattache où? Les insertions sont où? Tu sais, de savoir que tu as ta colonne, puis que le muscle du dos est fait en éventail comme ça, ben tu sais qu'il faut que tu alignes tes fibres vraiment de cette façon-là pour aller chercher, pour être aligné avec la tension. Parce qu'il faut toujours que tu sois aligné avec les fibres de ton muscle pour aller chercher le maximum de tension. Fait que ça prend, tu peux aller sur Google, tu marques muscle du dos, tu vas voir comment le dos est fait, puis c'est beaucoup plus facile pour toi après ça de visualiser quand tu vas le faire. OK, il faut que je m'aille dans cette lignée-là. Fait que tu pars, tu t'en vas, le dos est fait comme, les muscles du dos sont faits comme ça. Ça monte, après ça, t'as ton traps qui s'en vient plus au parallèle. Fait que tous les exercices de parallèle, de row, tes épaules tes coudes sont vers le haut, c'est tout du upper back. Plus que tu baisses ton épaule, puis tu baisses ton coude vers la hanche, c'est tout du lower lat qui s'en va vers là. Fait que tu pars de là, tu montes tranquillement, puis ça s'en va vers du upper back. Puis après ça, ben là, si on reste dans le dos, ça va aller chercher plus tes rear delts. Mais là, il faut que tu sois beaucoup plus en 45, mais ça va être dans l'intention que tu vas avoir quand tu vas faire ton row, de focus sur le fait que tu enroules un banc ou quoi que ce soit, que tu laisses tes épaules un peu plus en protraction, puis que tu row comme un 45 degrés. Là, tu vas aller chercher plus ton rear delts. Fait que c'est des petits détails, mais qui vont faire vraiment tellement toute une différence. Tantôt, j'étais au gym, puis pourquoi j'ai dit, hey, je vais faire ça sur le dos? C'est que je voyais un gars qui faisait un lat pull down avec un triangle. Il était straight, comme que j'ai déjà fait, là. Straight, puis il amenait son triangle, là, genre à sa clavicule. Fait que là, c'est ses épaules qui allaient vers le haut, puis ses traps qui embarquaient. Puis tout son dos, ce que tu veux travailler à vrai dire, était désengagé.
Fait que là, j'ai juste pris mes doigts, j'ai reculé vers l'arrière, puis là, j'ai dit, bon, ben, ramène tes coudes plus proche de ton corps, parce qu'ils étaient vraiment vers l'extérieur, proche de ton corps. Puis là, on s'entend qu'un close grip, c'est pas de baisse, mais le fait comme, wow, man, je savais pas que ça avait toute la différence. Je pensais pas qu'il fallait se reculer vers l'arrière. Puis là, je dis, ouais, mais ça dépend de ce que tu veux faire. Je dis, c'est toujours ça, c'est ton intention, qu'est-ce que tu veux travailler. C'est ça qui va guider, comment tu vas te positionner. Fait que, c'est pour ça que j'ai pris la décision de faire ça. Puis, parlant du lat pull-down, parce que lat pull-down, on a le mot lat là-dedans, tout le monde dit, OK, on va faire du lat pull-down, on travaille notre lat. Mais la majorité du temps, le lat pull-down n'est pas nécessairement bien positionné pour faire du lat. Il est beaucoup plus positionné pour faire du upper back. Parce que si tu regardes comment est-ce que tes fils de ton lat est aligné versus comment est-ce que toi, tu vas être positionné pour aller chercher, faire du lat pull-down, tu es dans une meilleure position pour faire du upper back. Tu n'es pas désavantagé, pas que tu n'es pas désavantagé, mais tu ne recrutes pas pantoute ton lat, mais c'est pas le best. Parce qu'on s'entend pour le faire unilatéralement. Si tu veux travailler ton lat avec une barre droite, ce qu'on voit tout le temps, c'est que va falloir que tu restes pas trop vers l'avant, c'est-à-dire en dessous de la machine, en dessous du câble, parce que là, tu vas avoir un feeling que c'est étiré. Tu vas le sentir longtemps étiré, mais t'es pas en position active où ce que tu vas vraiment comme engager ton lat. Tu vas l'engager quand tu vas être reculé vers l'arrière légèrement. Puis là, tu vas sentir la tension. La tension dans ton lat, tu vas sentir que toute ta chaîne de ton lat veut tirer vers l'avant. Là, tu es en position. Puis à ce moment-là, quand tu vas pousser, quand tu vas tirer vers le bas, c'est-à-dire, là, tu vas avoir une bonne tension dans ton lat. Mais le problème qu'on a, si tu as une barre droite, c'est que tu es vraiment fucking restreint pour amener ça ici. Puis là, la majorité du temps, le monde va relever les épaules vers l'avant comme ça. Fait que là, tu désengages ton lat. Mais si tu mets tes épaules vers l'arrière, tu es quand même restreint. Moi, le maximum que je peux aller, c'est ici. Plus que ça, mes coudes, ça va vers l'arrière. Puis qu'est-ce que ça fait quand tes coudes vont vers l'arrière? Ben là, je suis aligné vraiment en ligne avec tout ce qui est mon upper back. Fait qu'à vrai dire, t'es mieux positionné avec une barre droite pour faire du upper back. Si tu travailles ton lat pour un lat pull down, tu peux te glisser des poignées de tissu dans ta barre. Puis moi, je préfère prendre un D-handle grip, les D-handle grip comme ça, puis glisser là-dedans des poignées en tissu. Fait que j'ai comme la pensée que si, mettons, je swing plus d'un bord, puis là, ça part, je vais faire le son un peu. Fait que c'est pour ça que je suis mieux avec un D-handle grip, puis mettre les poignées en tissu. Puis là, quand tu vas roll, tu vas être dans une meilleure position pour être vraiment aligné avec tes lats. À ce moment-là, c'est sûr que c'est mieux à une main, mais si tu veux le faire à deux bras, ben c'est la meilleure façon. Fait que si tu fais du lat pull down pour le upper back, ben ça va être vraiment de t'incliner vers l'arrière. Puis là, c'est qu'on va voir souvent du monde qui vont commencer, puis là, ça swing pour aller chercher mes pesants. C'est correct que tu swings, que tu crées dans un tom, mais à la fin, pas au début. Puis j'ai expliqué dans le dernier live que j'ai fait, la progression d'un set, comment le faire, ton set, puis une série, comment faire ça de la meilleure façon. Ben, ça va être ça. C'est qu'au début, c'est vraiment, t'es aligné, t'alignes tes fils vraiment, puis là, tu vas vraiment aller chercher une protection, tu vas chercher au maximum en arrière, puis à la fin, là, tu peux aller swinger un peu. Mais si tu commences comme ça, c'est la même chose que j'ai dit au début. Le premier muscle qui va bouger, qui va être engagé, c'est lui qui va travailler le plus. Fait que si, je prends un exemple, le fameux rowing au câble. Fait que t'es un low cable row. Tu peux le prendre avec le triangle, peu importe ce que tu vas prendre. Puis là, on voit du monde qui vont swinger, puis je l'ai parlé au dernier live aussi, même affaire. Ben, étant donné que c'est ton premier muscle qui va être engagé sur tes lombaires, ben, guess what, tes lombaires vont être vraiment taxés. Puis là, tout le monde, hey, j'ai une pompe dans le bas du dos. Ben oui, mais c'est sûr, tu t'en vas vers l'avant. C'est vrai que tu vas l'engager ton lat pareil, parce qu'à la fin du moment, tu vas l'engager, mais il reste quand même que ton lombaire est très engagé. Puis c'est vraiment ça que tu veux faire. C'est bien mieux d'aller chercher le muscle isolé, puis à la fin, aller chercher le maximum du muscle que tu as isolé. Tu as créé la fatigue au maximum, puis à la fin, tu vas recruter avec tes lombaires pour aller chercher le maximum. C'est de même que ça devrait se faire. Fait que, on a parlé du deadlift, on a parlé de la ceinture, on a parlé d'exercice de lat latéral, créer ton intention avec ton coude, d'amener tout le temps à ta hanche, baisser ton épaule pour abaisser la scapula. On a parlé du lat pull down, le fameux lat pull down. Puis dans le lat pull down, dans le même ordre d'idée, des fois, genre du monde vont dire mais pourquoi tu fais pas des pull-ups? Qui est une très bonne idée. Mais là, ça dépend toujours. Tu pèses combien? Parce que pour être bien franc, dans mon off-season à 2,40, c'est pareil, je peux peut-être en faire 8-9. Là. Fait que là, si je commence avec du lat pull down, pas du lat pull down, mais du pull-up, mais ça veut dire que je suis dans mon working set direct en partant.
Fait que là, j'ai pas de réchaud, j'ai pas de... C'est direct, là. Fait que je vais me clencher peut-être 7-8 reps ben dur. Fait que le pull-up, ce que je trouve bon, c'est avec la machine assistée. Puis, deuxième des choses de problématique qu'on a sur un pull-up, c'est que t'as pas de stabilité. Fait que tu vas monter, puis là, à un moment donné, quand ton corps va commencer à bouger, puis là, tu vas te faire la balancier de même. Puis, une des choses les plus importantes dans l'entraînement, c'est créer du potentiel de force au maximum, mais en premier lieu, là, c'est d'avoir une stabilité pour créer de la force au maximum. Si t'as pas de stabilité, les fameuses personnes qui font du ballon, là, des squats du ballon, du dumbbell press sur un ballon, je comprends pas pourquoi ça se fait encore, puis encore des entraîneurs qui font ça, ça n'a aucunement rapport. Même si c'est un sport qui demande de l'équilibre, c'est pas en étant sur un ballon que tu vas aller chercher, du potentiel de force. Les ballons, c'est fait pour de la rehab, c'est fait pour des gens qui ont besoin d'utiliser ça pour aller chercher justement de la stabilité, mais pas pour une personne qui veut créer de la force, qui va aller chercher un entraînement qui va performer. Fait que je m'en allais avec ça, c'est la stabilité. Donc, si tu veux aller chercher de la stabilité dans ton exercice de pull-up, ça te prend une machine assistée. Ça va être de mettre la machine assistée, puis là, tu vas avoir vraiment, justement, tu vas pouvoir mettre ton corps, si, mettons, j'ai la machine assistée, j'écoute mes genoux, puis là, je vais pouvoir mettre mon corps vers l'arrière, puis être beaucoup plus aligné avec les fils de mon lat, ou de mon upper back, peu importe comment je veux le faire, avec l'intention que je vais créer. Donc, beaucoup plus facile. Si je veux le faire pour mon lat, un pull-up, je vais me mettre en position neutre, puis si je veux le faire pour mon upper back, je vais me mettre en pronation. Et là, je tombe dans... je suis bien assoiffé. Je tombe dans un sujet où c'est comme pas prouvé par la science, mais je vais expliquer pourquoi que moi je l'utilise de cette façon-là. La façon que tu vas positionner ta main va avoir un impact sur le recrutement de ton dos. Que ce soit pour faire du triceps, là, de se mettre à l'inverse puis de faire du triceps, là, je suis zéro encore avec ça parce que l'action de ton triceps, c'est ça ici, puis c'est l'adduction comme ça dans l'arrière. Par contre, le dos, quand tu vas le faire, si je prends par exemple ma main, puis là, je veux juste comme l'amener vers supination, automatiquement, mon corps veut s'en aller vers l'intérieur. Donc, si je prends par exemple que mon intention, c'est de travailler le bas de mon lat, puis on sait qu'il faut que j'ai l'intention de coller mon coude à mon corps, puis d'amener comme intention mon coude à ma hanche, ça va être assez difficile si je me mets en pronation. Là, je suis au maximum. Là. Je mets en pronation, je peux pas aller plus que ça. Donc, c'est très difficile de vouloir l'amener à ma hanche. C'est faisable, mais c'est beaucoup plus difficile. Si je me mets en neutral, ça devient plus facile, puis je m'en vais légèrement vers l'intérieur, je ne sais pas être en supination complète, parce que là, ça peut être le biceps qui est engagé. Parce que juste le fait de faire une supination, ça l'engage encore plus le biceps. Fait que juste de tourner légèrement, un 15 degrés, ben là, j'amène mon coude vraiment aligné avec ma hanche, puis beaucoup plus près de mon corps. Puis c'est plus facile d'aller chercher l'upper back en tournant ta main vers le haut comme ça. Fait que là, tu peux faire du upper back comme ça, peu importe. Fait que juste le fait de jouer avec ta main va avoir un impact sur l'intention que ça va amener ton coude vers l'intérieur ou pas. Fait que non, c'est vrai que ça change pas parce que dans le fond, la tâche, c'est vraiment comme la tâche est au bas de mon épaule pour mon lat, mais c'est l'intention que ça va créer seulement. Fait que c'est pour ça que vous allez voir faire des rows avec de la supination un peu ou quoi que ce soit. Il n'y a rien qui est prouvé dans les livres, mais c'est la raison pourquoi tu l'utilises. Donc, c'est un petit peu ça. Puis finalement, ça passe vite, mais ça. On a parlé des traps un peu tantôt en début. Je pense pas que quelqu'un de quand même assez complet devrait faire des shrugs. Parce que les shrugs, ça travaille vraiment les traps supérieurs, puis même là, quasiment rendu dans le cou. Si tu veux faire vraiment parce que mettons que t'es complet, tu vas le travailler ton traps dans peu importe les lifts que tu vas faire, il travaille vraiment en stabilisation, puis même ce qui est ton inférieur moyen, ça va travailler dans ton upper back, là. Fait que si, mettons, tu manques vraiment de traps, là, t'as un petit coup, puis tu sais, je veux dire, tu commences l'entraînement, puis moi, je l'ai fait, là, quand je faisais des arts martiaux, j'entraînais mon cou, j'entraînais mes traps, puis j'avais mon cou plus gros, genre, que ma tête, là, parce que je me disais, quand je reçois des frappes, tu sais, c'est ça qui va m'aider. Mais ça, c'était pour le sport. Mais si tu parles pour un bodybuilder ou pour l'esthétique, pour aller chercher les traps, t'es pas supposé avoir tant besoin d'en faire plus que
l'entraînement en soi que tu vas faire. Parce que si tu fais, mettons, des deadlifts, ça va le travailler en stabilisation, comme on l'a dit. Mais si tu veux le faire, si tu veux faire des traps, tu tripes faire des traps, puis tu vas avoir des gros traps jusqu'aux oreilles, c'est bien correct. C'est bien correct. On a toutes des fixations. Moi, c'est les mollets. Il y en a qui c'est des traps. Mais à ce moment-là, les shrugs, je conseillerais bien plus de les faire sur un banc, facing un banc qui est très incliné. Ça veut dire à peu près à 75 degrés. Tu te couches sur le banc, puis c'est là que tu vas lock tes coudes, puis tu vas avoir juste l'intention de faire une rétraction ou une protraction comme ça de tes épaules. C'est légèrement vers le haut, puis c'est toujours en ligne, dans le fond, ton poids, il y a une force qui va être exercée vers le bas, ben toi, tu vas faire la même chose vers le haut. Donc, c'est pour ça que je me dis, si tu t'inclines à 75 degrés, tu es beaucoup plus aligné avec ton upper traps. Si tu restes droit, ben tu vas être vraiment aligné, là. C'est ton cou, là, tu vas travailler beaucoup plus que ton traps. Fait que c'est pour ça que incline-toi légèrement vers l'avant. Puis si tu veux aller chercher un autre méga avantage, ça va être dans une station, une multistation qui est rapprochée, les petites poulies basses. Puis là, vu que tu regardes la façon dont ton trap s'est fait, les fibres sont de même, ils sont alignés de cette façon-là. Fait que tu mets les câbles alignés avec les fibres de ton traps, puis là, tu t'en vas vers l'arrière comme ça. Fait que là, tu es vraiment dans ton traps. Le seul des avantages qu'on a, c'est que souvent, il n'y a peut-être pas assez de poids, parce que les traps sont très forts, il n'y a pas assez de poids. Ou si tu le fais face à un banc incliné avec les câbles qui est vraiment débile, ben là, c'est que des fois, c'est t'arranger, puis t'as quelqu'un qui te le donne parce que tu as besoin de pain pesant. Fait que là, c'est plus te setuper qui va être difficile. Ce que tu peux faire en ajout, ben pas en ajout, mais une autre chose que tu peux faire aussi, ça va être avec une barre tout simplement. Parce que vu que tu prends wide grip, le fait que tu as tes mains vraiment larges, quand tu vas lever, ben tu vas être déjà tes épaules vont s'en aller vers l'intérieur vu que tes bras sont vraiment loin. Fait que ça peut être une bonne façon aussi d'aller chercher ton traps. Toujours garder en tête qu'il faut que tu sois légèrement incliné. Face à un bain incliné, c'est super bon. Puis si tu veux vraiment travailler ton traps, mais que tu veux pas faire des shrugs, puis que tu l'intègres dans ton training de dos, moi j'aime bien faire c'est un semi-upright row, semi-row. Le upright row, c'est de la merde en passant. Ne faites jamais du upright row. Ça crée un système d'accrochage dans votre épaule. Là. J'en vois encore qui fait des upright row. Je vais aller voir parce que c'est de même qu'on se blesse aux épaules. Tous les bodybuilders, on a tous des problèmes d'épaule. On a toutes des douleurs aux épaules. Mais c'est causé surtout par des upright row, par des lateral raises qu'on a fait tout croche. On a voulu mettre trop pesant, qu'on amenait en avant. Fait que upright row, faites jamais ça. Sauf que il y a une façon de faire un genre de semi-row qui face à un banc incliné à cette machine. Tu vas te mettre assez large, puis tu vas faire le première attention, comme j'ai parlé, c'est le premier muscle qui va bouger, c'est le plus recruté. Fait que tu vas créer une rétraction vraiment là, intense, voulue, puis après ça, tu vas faire ton row. Fait que tu es carrément dans ton traps direct quand tu vas faire ça. Fait que c'est une façon alternative de faire du traps upper back. Donc, enfin, un workout, ça peut être bon aussi. Fait que ça fait le tour pas mal de training de dos. Comme j'ai dit tantôt, je pense pas que je l'ai dit. Je pense que je voulais le dire, mais je l'ai pas dit. Romain Labelle dit même upright row avec dumbbell. Ouais, parce que dans le fond, dis-toi que ton épaule, là, c'est comme un socle, OK? Quand tu arrives à dépasser ce niveau-là, ici, il y a une friction qui va se créer. Si tu dépasses ça, le upright row, on le dépasse en maudit parce que t'es rendu de même, ben t'es rendu dépassé, tu crées un système d'accrochage, tu vas créer de la friction, de l'inflammation, puis là tu peux avoir, moi j'ai eu une bursite à l'épaule en fin de prep, puis je l'ai trouvé terrible, là. J'ai failli pas faire ma compa à cause de ça, j'ai fallu que je fasse une injection de cortisone, fait que je veux dire, tu veux éviter ça au plus, là. Fait que non, je ferais jamais de upright row, puis oui, je l'ai fait dans le passé, puis jusqu'à il y a 5 ans, je le faisais, puis là j'ai tout proscrit ça. Ça vaut pas la peine de faire des upright row, t'as aucun avantage. Puis la majorité du temps, moi, on va faire des upright row, ils vont commencer, puis la première affaire, comme j'ai dit, c'est ils vont lever les épaules, fait que c'est du traps, puis après ça, c'est des épaules. Mais la majorité du monde vont faire du upright row, va aller chercher des lateral raises, des latérales d'épaule, vraiment des toiles médiales. Fait que, tu sais, rendu là, il y a plein d'exercices, ben, plein. Il y en a quelques-uns des exercices, là, stick to the basic. Lateral raise, des mid cable, à la machine, tu peux faire du wide raise. Après ça, tu peux faire coucher sur le dos avec 2 poulies. Encore là, du lateral raise. Il y a plein de façons de faire travailler ton latéral d'épaule, autre que de faire du upright row puis de maganer justement ton épaule, d'articulation.
je m'en allais avec ça tantôt, c'est ça, je vais parler de l'ordre, dans le fond, de faire ton training, qui est assez simple. Puis j'avais pris ça de Chris Cormier, puis j'ai trouvé ça vraiment basic, mais j'étais comme, c'est vrai dans un certain sens. C'est que, comme j'ai dit tantôt, Robin qui disait, je viens d'apprendre de quoi, merci. Ben, ça fait plaisir, man. Ça veut dire, c'est pour ça que t'es là, c'est pour en apprendre. En tout cas, c'est plate en maudit si vous apprenez rien puis que vous m'écoutez juste parler. C'est ça, dans le fond. Chris Cormier, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il dit, tout le monde a des gros traps, tout le monde a du gros upper back. Fait qu'il dit, moi, je commence tout le temps, je fatigue le bas du lat, puis après ça, je vais monter tranquillement, puis je finis vraiment avec l'upper back. Fait que ça doit faire peut-être 4 ans que je fonctionne de même avec tout le monde qui n'a pas de lacunes autres ou des problématiques de ressenti ou quoi que ce soit, parce que je vais toujours travailler le ressenti avant. Fait que ça serait la façon vraiment de faire ça. Fait que si je commence tout le temps, là, si vous regardez mes workouts, c'est quasiment tout le temps one arm, puis j'amène ça à ma hanche, je vais changer un peu les patterns, straight arm pull down, tout comme ça, straight arm pull down à une main. Puis après ça, je vais monter tranquillement. Le training va toujours ressembler au même. Puis c'était avec John ce matin que je parlais de ça, John Jewett. On parlait des patterns de training. Puis à vrai dire, les trainings là, de pro, puis même si je parle de moi, là, mon entraînement est quand même assez similaire depuis 1 an et demi. Ça ressemble pas mal au même. Là. Mes trainings demeurent quand même assez les mêmes. Puis pourquoi? C'est que je vais être capable de calculer ma progression dans mes poids. Dans mon off-season, je vais avoir un petit peu plus de périodisation ondulatoire, mais ils vont être beaucoup plus longs. Pourquoi? Parce que tu vas être capable de quantifier, est-ce que je suis en train de prendre la force? Est-ce que ma force abaisse? Est-ce que ma pompe est demeure la même? Parce que ça joue quand même sur ton système hormonal. Après ça, si on prend du monde qui sont plus débutants, puis quand je dis débutant, c'est pas genre ça fait 3 mois que tu t'entraînes. Le débutant, ça peut être un 5 ans, ou un 10 ans, mais que le gars il s'entraîne vraiment pas bien, puis il commence avec nous autres. Dans ce temps-là, on va commencer nous autres avec des 4 à 6 semaines de phase d'entraînement. Puis on va changer. Mais la raison derrière ça, c'est pas que il faut absolument que tu changes ton programme après 4 semaines, sinon après 4 semaines, t'es fuck, là. Genre, t'es à côté de la track, là, ton hypertrophie sera pas bon. C'est pas ça. Dans le fond, si on le change, c'est strictement pour garder une motivation dans l'entraînement de la personne. Parce que dans la base, là, de la pyramide des progrès, la base, c'est l'adhérence à ton plan. Si t'es pas capable d'adhérer ou si tu perds la motivation puis tu te donnes moins au gym, parce que tu peux aller au gym faire le même programme, puis ta motivation baisse, ça veut dire que ton intensité baisse, ça veut dire que si tu donnes pas autant, tes résultats baissent. Fait qu'on n'est pas à bonne place en ce moment, là. Fait que là, pourquoi qu'on change ça? C'est pour garder la personne motivée. Je me souviens, j'ai commencé, j'étais tout le temps comme, oh shit, nouveau programme, that's it. Fait que là, je le grindais. Mais plus que tu avances dans dans ton expérience d'entraînement, ça devrait être beaucoup plus des longs patterns, des longues phases, des mésocycles qui sont beaucoup plus longs. Parce que justement, tu veux quantifier ta progression. C'est super important. Puis dans ta prep, nous autres, ce qu'on fait, c'est que justement, l'avant-compétition puis l'après-compétition, nos clients sont quand même longtemps sur le même programme. Parce que je veux savoir, est-ce que quand tu es dans ton reverse, est-ce que tu es en train de gagner de la force là, ou on est toujours au même niveau, puis ta pompe est pas super bonne, puis tu es encore fatigué? Ça veut dire qu'on a un problème. On a un problème, il faut qu'on fasse des ajustements à ce moment-là. Si on commence à revoir une progression après 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, good, on est sur la bonne voie, on continue comme ça. Mais sinon, il faut adresser quelque chose, là. Fait que c'est important dans les preps, là, d'avoir une base qui demeure. Là, après ça, si tu progresses pas ou si tu as une douleur qui se crée, là, c'est là qu'on va ajuster. Tu sais, un bench press, là, c'est la même affaire, c'est la même mécanique qu'un dumbbell bench press. Après ça, si tu progresses dans ta prep, là, tu as une baisse d'énergie, une baisse de capacité motrice, parce que dans le fond, tu es de plus en plus fatigué, plus que ton training avance, rapidement tu vas être fatigué. Donc là, c'est là qu'on va choisir des entraînements où ce que les exercices, on va peut-être enlever des compound movements qui demandent plus de skills, puis là on va rajouter quelque chose que au lieu de faire un bench press, on va faire un Smith machine bench press, ça va être guidé. On va faire une machine. Plus que ça va, plus qu'on va changer comme ça pour que la personne soit capable d'avoir des gros trainings pareils, mais moins de difficultés avec les skills qui vont créer beaucoup plus de fatigue rapidement. Fait qu'on va quand même avoir des trainings qui sont décents quand même dans la fin de sa prep. Fait que je m'en allais avec ça, c'est que
on jasait de justement les périodisations et tout ça, puis il y a quand même du monde qui vont mettre beaucoup trop l'accent sur comme OK, il faut absolument que tu changes tous les 4 semaines. Ouais, mais non, là, faut quand même faire la part des choses. Là, ton muscle, il a pas conscience là, que là, OK, là, on est dû pour une phase d'accumulation. Par contre, ton système nerveux, au niveau hormonal, là, si on a des réponses qui sont négatives, ça veut dire que tu commences à être fatigué, ta libido abaisse, ta force, ta pompe, ton niveau de motivation baisse, ben là, il faut adresser quelque chose. Puis c'est là que les modifications doivent se faire. Ben, je me corrige. C'est pas là, quand il y a un problème, il faut que ça se corrige. C'est juste avant. Fait que si, mettons, on voit que, les performances commencent à baisser, là, on prend action. C'est là qu'il faudrait qu'on prenne action. Fait que, dans ton training, il faut vraiment que tu écrives, il faut que tu suives ta progression, tes poids, on est rendu où. Puis là, il y a aussi un autre facteur, c'est que, tu sais, si pendant une semaine, tu fais du temps supplémentaire au travail, t'es brûlé, pis que, hey, t'as pas les mêmes poids qu'avant, ben là, ça, c'est fucking normal, là. Je veux dire, change pas ton entraînement à cause de ça. Là, c'est juste un problème de récupération. Fait que fais juste comme adresser ce problème-là, puis tout va s'enchaîner après ça. Fait que, je m'en vais à gauche pas mal là-dessus, là, mais c'est juste que vous compreniez un petit peu comment organiser ton training, que ce soit pour le dos, que ce soit pour n'importe quelle autre partie de votre corps. Puis, dans la progression aussi, il faut pas capoter si, à un moment donné, vous avez une perte de force, quoi que ce soit, là, ça peut arriver. Là. Tu t'es-tu assez bien hydraté la veille, t'as-tu mangé toutes tes meals? Puis quand je parlais avec Philippe, c'est une affaire qui m'a fait remarquer, c'est à quel point que les pros rendus à un certain niveau vont utiliser la massothérapie pour la recovery. Puis moi, ça va faire ma 2e année que je fais de la masso toutes les 2 semaines avec, je vais faire une plug avec Marie-Pierre Ranger, Athlétique Thérapie, Athlétique Plus à Terrebonne. Puis je vois vraiment une différence sur ma récupération parce que là, je peux me permettre d'avoir cette masso-là. Parce que avant c'était difficile avec mes horaires, j'étais parti. Fait que là, j'ai tout le temps, toutes les 2 semaines, j'ai de la masso qui se fait là. Mais Phil, ce qu'il faisait, c'était 2 à 3 fois semaine qu'il faisait de la masso. Fait que là, ce que ça fait, c'est que si tu as des tensions qui se créent, puis à un moment donné, ben, c'est qu'à un moment donné, ton corps il s'ajuste avec les tensions, ben, tu es tout le temps en train justement d'entretenir une problématique. Tandis que si tu te fais traiter tout le temps, ben là, à ce moment-là, tu peux juste comme t'en aller tout le temps sur le positif, la recovery est meilleure. C'est vraiment de prendre soin de son corps. Le bodybuilding, là, c'est vraiment, faut nail toutes les parties de ta vie, ça soit la récupération, que ça soit l'entraînement, la nutrition. Puis quand tu parles de récupération, c'est tellement plein de facteurs. Là. J'ai parlé de masso, sommeil, tu sais, ta fréquence d'entraînement, c'est tout ça, là. Ça, on parle de récupération. Fait que c'est à ne pas négliger. C'est l'affaire que je pense que je vais faire venir Marie-Pierre qui vient nous parler de ses techniques de masso, ça pourrait être bon ça aussi. Donc, est-ce que j'ai des questions? Parce que là, vous n'êtes pas bavard aujourd'hui, mais pas en tout. J'en ai questions des stories. Peu importe, toujours intéressant, enrichissant. Bon, ben that's it, merci. Mais ça ne donne pas plus de questions. En regardant une shape sans connaître la personne, es-tu capable de voir le potentiel? Ouais, 100%. Si tu vois, ben tu sais, ça dépend là, tu sais, si la personne elle a genre 15 ans, des fois c'est difficile de voir le potentiel. Si tu regardes Nick Walker je pense que à 17-18 ans, t'aurais pas pensé qu'il ressemblerait à ça. Mais si mettons tu regardes quelqu'un, dans le fond, je peux voir le potentiel de quelqu'un par rapport à sa fréquence d'entraînement, puis l'effort qu'il met, puis le temps qu'il fait cet entraînement-là. Là, je peux voir. Fait que si, mettons, quelqu'un s'entraîne pas, puis je le regarde, ça peut être très rare, à moins que quelqu'un... J'ai déjà vu ça quand j'étais jeune, tu sais, moi, j'ai de la campagne, les gars travaillent dans les fermes, et j'ai fait ça aussi. Le monde qui, justement, transporte des balles tout le temps, des balles de foin, puis tu vois, les gars sont fucking en shape déjà, tu sais, quand t'as 16 ans, t'as déjà comme des capes d'épaule, des bons bras, t'as un bon potentiel. Mais ça va aussi à dire, il y a une autre affaire aussi, c'est que l'analyse que je faisais quand j'étais plus jeune aussi, c'est que moi, je voulais vraiment des capes d'épaule. Puis j'étais comme, qui a des gros capes d'épaule? Même affaire les mollets. Je regardais ça, puis j'ai tombé sur la gymnastique aux Olympiques. Les gars qui faisaient comment on appelle ça? En tout cas, voyons, les anneaux. Puis les gars ont des gros Christy de capes d'épaule. Puis j'ai regardé les gars qui faisaient de la poudre, des gros biceps, des gros triceps. Je suis comme, pourquoi qu'eux autres,
ils font pas nécessairement des poids, mais c'est la fréquence d'entraînement qu'ils ont en répétition, les mêmes choses, des anneaux, c'est du gros latéral tout le temps. Fait que, dans le fond, est-ce que le surentraînement, c'est le problème? Je pense pas. Dans le fond, le problème, c'est toujours la récupération. Fait que, même affaire que les gars qui transportent des balles tout le temps, ça m'a affaire, tu sais, ils sont build ça parce que c'est des exercices à répétition qu'ils font tout le temps. Fait que là, tu sais, c'est comme, est-ce que c'est une génétique dans ce temps-là, quand tu vois quelqu'un de jeune avec une shape dans un certain sens, ou c'est plus parce qu'il fait un travail qui est physique, puis à cause de ça, il a développé ça. Fait que, tu sais, la génétique puis le potentiel, je pense que tu peux l'évaluer en regardant quand tu as commencé l'entraînement jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu évalues, puis la progression qu'il y a eu. Là, tu peux faire « Oh shit, il y a un bon potentiel quand même ». Puis la majorité des personnes que j'ai entraînées qui ont des gros cristis de potentiel, puis j'en ai entraîné que j'étais comme « Sérieusement, si tu fais ça, ça coche », je peux pas dire ça souvent, là, mais tu sais, t'as un potentiel de pro assez facile. Ben, pas facile dans les pros, mais aller chercher ça rapidement. Tu sais, si je compare à moi, que ça fait 15 ans que je fais du bodybuilding, j'ai pas encore ma critique de carte de pro, je veux dire, le potentiel versus le kid, là, qui en a 20 que j'entraînais, puis que je le voyais tout de suite, là, tu sais, à s'entraîner comme il s'entraînait, puis tu sais, pas super fort, puis c'est la majorité du temps, c'est ce que je vois, c'est quand t'as un gros potentiel, c'est tellement facile pour eux autres qu'ils se donnent pas nécessairement, puis à un moment donné, ils sont comme lancés par ça. Fait que quand quelque chose est facile, souvent, c'est comme plate, c'est boring un peu. De mon observation que j'ai faite, là. Fait que c'est ça. À vrai dire, je dérangeais un peu, je sais pas si je réponds à ta question, mais oui, tu peux voir un potentiel, mais pas juste « Hey, je te vois ». Tu as fait quoi pour avoir ça? C'est plus ça la question qu'il faut se poser. Après ça, l'entraînement en HIIT, tu en penses quoi? Genre des full body, peut-on avoir des résultats? Ben des full body, c'est parce que en HIIT full body, ben tu sais, tu peux avoir des résultats, mais c'est quoi les résultats que tu veux? C'est plus ça ma question. Tu sais, là, on parle de bodybuilding, on parle de performance au gym, avoir, tu sais, hypertrophie, tout ça. L'entraînement en HIIT, c'est comme un peu à l'inverse. L'entraînement en HIIT, c'est comme c'est des circuits, fait que t'es pas dans une atmosphère d'hypertrophie, t'es dans une atmosphère de fatigue musculaire, de perte de gras. Puis, tu sais, il faut toujours se dire, parce que ça, c'est notre affaire aussi, le monde va, moi, je vais perdre du gras. Ouais, mais attends un peu, là, tu vas perdre du gras, là, build du muscle. Tu vas perdre du gras encore plus facilement. C'est le même exemple que je prends tout le temps. T'as une Toyota Yaris, puis t'as un 53 pieds, un gros camion, là, 53 pieds. Les deux s'en vont à Québec. Je parle de Montréal, s'en vont à Québec. C'est lequel qui prend le plus de gaz? C'est le 53 pieds. Fait que plus que tu builds du muscle, puis là, les filles vont dire, ouais, mais moi, je vais pas prendre 50 livres de muscle. Ouais, je comprends, mais tu vas en build du muscle un peu plus. Ta dépense énergétique, dans le fond, le fait de faire la même chose qu'une autre personne qui a 100 livres, toi, dans 150, ça va te prendre beaucoup plus de gaz, beaucoup plus facile de brûler du gras. Fait que construire du muscle, tu perdre du gras. C'est toujours ça le principe. Tu sais, la personne qui en pèse, tu sais, ils obèses morbides, tu les vois, là, ils sont pas capables de se lever de leur lit, s'ils se lèvent, ils ont en sueur, ils sont en sueur. Ben, Christy, ça leur a pris du gaz, là, pour déplacer cette masse-là. Fait que c'est le même principe. Excusez mon exemple, là, mais ça m'a popé de même. Après ça, j'ai Dame Clément qui dit, es-tu à l'aise de parler de ton stack du moment? Je suis curieux. Mon stack, moi, je suis naturel. De parler de mon stack, c'est quand même très personnel, ça, je te dirais. Puis, je suis à l'aise de le dire, à vrai dire, parce que je prends pas beaucoup de choses. Fait que oui, je suis à l'aise de le dire. À vrai dire, le commun des personnes qui sont dans le bodybuilding, qui vont commencer, ils vont vouloir se garrocher sur plein d'affaires. Là, ils vont parler, ils vont entendre du trend, du ci, du ça, du masteron. Hey, là, on prend tout un peu de tout pour avoir des résultats. La réalité, là, c'est que après avoir tout rencontré du monde, des pros, tout ça, puis même moi, j'ai fait mes propres expériences, tout ça, tu te rends compte que ce qui est le plus important, on appelle ça le Big Tree. Ce qui est le plus important dans l'entraînement, si on parle de stack, le PEDs, c'est un Big Tree, ok? C'est le triangle. Tu as la TES, du GH, puis de l'insuline. C'est les trois hormones qui sont les plus importantes. Mais là, le monde, après ça, ils vont vouloir essayer de faire plein d'autres affaires, puis c'est là que tu fuck, justement, tes résultats. Ben, pas tes résultats, parce que tu vas en avoir pareil, mais c'est là que tu fuck au niveau de ton bilan sanguin, puis, tu sais, du monde va faire beaucoup d'équipages. Oui, c'est bon pour des résultats, mais pour ta santé, c'est bon? Non. Parce que ton taux d'hémoglobine va rise à côté, là. Puis c'est pas bon, là. Ta pression, ton taux d'hémoglobine, c'est pas bon, là. Fait que, moi, je m'en tiens à ça. Puis après ça, ben là,
si tu prends la test, ben, il faut que tu prennes l'anti-estrogène. Fait que moi, c'est là-dessus que je me situe. Fait que c'est ça mon stack. Puis là, on va faire comme fuck, mais c'est pas vrai, c'est sûr que tu mens. Ben, écoute, comment tu vas le savoir? Non, mais c'est vraiment ça. Puis, je pense que le monde vont toujours, comme, voir les résultats, vont se dire comment il doit prendre plein d'affaires. Non. Dans le fond, ce qui donne des résultats, c'est de te donner dans ton gym à 100%. Mais quand je dis 100%, c'est que chaque entraînement que tu fais, tu te défonces, là, c'est comme t'es arraché, là. Mais le monde ne comprenne pas à quel point c'est important, puis là, ils vont s'entraîner, puis vu qu'ils font du stock, ils vont avoir une meilleure pompe musculaire, puis j'ai une bonne pompe, je m'en vais. Pas ta pompe qui te donne des résultats, c'est ton effort que tu vas mettre, puis si tu as une pompe, ben, c'est un effet secondaire. C'est sûr que ça joue quand même, mais il est là le problème, c'est que le monde va associer des résultats tout de suite au stock. Puis, tu sais, après ça, c'est comme, c'était combien de temps je m'entraîne? Tu sais, j'ai fait un post, justement, dernièrement, le monde était comme lui, tu sais, j'ai pas autant de temps que toi de t'entraîner, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Ouais, mais tu sais pas. Le monde qui ont travaillé avec moi, dans le passé, savent très bien qu'est-ce que je fais, puis comment je le fais, puis les efforts que j'ai mis, parce que pas qu'ils l'ont vécu, mais ils l'ont vu. Fait que, tu sais, quand tu vois pas, quand même que je te dis ça là aujourd'hui, ben, ça se peut que tu me crois pas, puis, tu sais, honnêtement, ça me passe vite par-dessus la tête parce que je veux dire, je le dis, puis si tu me crois pas, ben, c'est ta perception. Mais, c'est ça le problème, c'est que le monde va ajouter va accorder beaucoup trop d'importance aux PEDs. Alors que ça fait combien de temps que tu t'entraînes, puis c'est quoi que tu as fait, puis c'est quoi que tu fais jour après jour. Tu sais, je déroge pas de ma diète depuis que j'ai commencé à faire du bodybuilding. J'ai jamais dérogé. Jamais fait une prep où ce que j'ai triché, où ce que j'ai vraiment cheaté, pris un once de quelque chose que j'aurais pas le droit. À chaque fois, toujours vraiment ça coche. Fait à un moment donné, là, le monde va dire comme, mais toi, t'es toujours en condition, en compétition. Ouais, mais c'est peut-être à cause de ça. C'est peut-être à cause de ça que je suis en condition. Fait que, tu sais, si tu veux avoir des résultats, ben, il faut que tu sticks à 100% ta diète. Après ça, ton entraînement, ben, pas après ça, et ton entraînement, il faut que tu défonces au gym tout le temps. Puis après ça, ben oui, il va y avoir les PEDs. Mais les PEDs, là, c'est comme la dernière type d'affaires que tu dois considérer. Après ça, j'ai vu passer Jérémy, tu sais, Jérémy. La différence entre le coach qui te donne un base de TRT plus que ton propre docteur, mais le docteur ne veut pas monter, mais tu te sens meilleur avec le cycle du coach. Alors pourquoi le docteur ne veut pas t'écouter? Why? Damn, Jérémy, je m'excuse, j'ai de la misère. Tu veux savoir la différence entre le coach qui te donne une base de TRT plus que ton propre docteur, mais que le docteur ne veut pas monter. Tu te sens meilleur avec le cycle du coach. Alors pourquoi le docteur ne veut pas... Ah, ok, mais regarde. Dans le fond, là, si ton doc veut pas monter tes doses de TRT, c'est de la test, c'est parce que lui, son thing, c'est l'aspect santé. Puis il y a un barème pour lui à respecter. La norme d'une test, tu sais, mettons, on regarde ton niveau de test, biodisponible dans ton sein, tout ça. Si il est dans les normes, pour lui, tu es en santé. Il va pas se fier à comment est-ce que toi tu te sens, il va se fier à comment est-ce que toi tu réponds par rapport au blood test. Fait que c'est super important pour lui de rester dans ce guideline-là. Parce que là, lui, après ça, ben, il y a des questions à répondre sur qu'est-ce qu'il donne à un client et tout ça. Fait que lui veut pas que l'ordre des médecins se mette le nez là-dedans puis qu'il fasse comment, mais pourquoi tu donnes ça à un gars, genre, je sais pas moi, je dis ça de même, 250 mg de test par semaine. Ça fait pas de sens. Fait que c'est pour ça aussi que je comprends les docs aussi qui veulent pas se mouiller, là, tu sais, c'est leur job, tu gagnes, je sais pas, je donne un salaire de même, tu gagnes 200 000 par année, puis tu risques pour un gars qui dit, ouais, mais je me sens mieux. Et je comprends un peu le principe, là. Après ça, stay fit after 50, that's it, ça le dit dans le nom, c'est bon, j'aime ça. Pour les jambes, les entraîner 3 fois par semaine, quoi tu penses? Il y a rien de mauvais, mais c'est plus, toi, est-ce que tu penses que tu peux récupérer de ça? Tu sais, si tu fais 3 fois tes jambes, c'est plus de regarder, tu splits-tu genre jambes, mettons, quad ischio, après ça, dos ischio dans ton, tu sais, 2 jours après, puis dans la fin de ta semaine, tu fais quad ischio, parce que tu dis, hey, moi, il faut que je mette l'accent sur mes ischios, puis après ça, une autre semaine, tu fais l'inverse, tu fais quad ischio, 2 jours de congé, quad chest ou quad dos, 2 jours de congé, quad ischio. Si tu fais ça, moi, je pense que c'est une bonne façon d'alterner. Si tu fais quad ischio, pendant un bon bout de temps, t'as que ça va être rough, mais c'est pas, tu sais, y a rien, si ça fonctionne pis tu récupères bien, ben do it, là. Tu sais, y a rien d'écrit dans un livre que, hey, faut jamais que tu fasses ça, jamais que tu fasses ça, pis même il y en a qui vont l'écrire,
Mais Christy, si t'as des résultats à faire ça, pourquoi tu le ferais pas? Moi, il y a tout le temps là, mon think, là, c'est... Oui, il y a la science, mais il y a la côté aussi de... Est-ce que tu es capable de handle ça? Parce qu'il y a du monde que... tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu faisais du... je sais pas, tu courais avant, c'est genre du cross-country, tu faisais du vélo, puis tu as une solide tolérance à la fréquence d'entraînement puis l'endurance dans ton entraînement. Ben, ça se peut très bien que tu sois capable de tolérer ça en malade, puis que justement, le fait de les entraîner moins, mais tu sens que tu perds de la masse. Tu sens que tu en perds, que tu en as besoin de plus. Ben, do it, là. En prep, on va dire qu'il faut qu'on baisse le volume d'entraînement, mais il y a du monde que si on baisse trop le volume d'entraînement, c'est pas nécessairement bon. On voit que les résultats, ils baissent un peu. C'est rare, là, parce que la majorité du monde, c'est en baissant un peu le volume qu'ils vont avoir plus de résultats. Mais il y en a. Fait que, si toi, t'en fais partie, puis tu dis, ah, ben, moi, je pourrais, 3 fois, je le handle bien, puis tu regardes tes paramètres, puis tu sais, un des paramètres les plus importants, c'est ta prise de force. Si tu vois que ta force, ça demeure, puis ça va bien, ben, do it, là. Mais c'est sûr que je ferais pas ça sur un mésocycle de genre 6 mois, là. Peut-être que je ferais ça 2 mois. Tu sais, 2 mois, tu peux regarder comment ça va après ton premier mois. Après ça, tu peux réajuster. Puis, non, moi, je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai fait des affaires qui sont fucked up. J'ai fait mon chest 3 fois semaine aussi. Je l'ai bien handle pendant 6 semaines, 8 semaines. Après ça, j'ai vu comme une petite drop. Bon, ben, je fais juste moduler. Fait que non, je suis pas contre l'idée. That's it. Tu dis oui, je split. Bon, ben, parfait. Moi, je continue de même, honnêtement. OK. J'ai une autre question. L'entraînement à hit, on l'a parlé. Les choses à tenir compte afin de se préparer pour sa première compétition. Ben, ça, j'aborderai pas ça parce que on en a parlé dans d'autres lives. Je sais pas c'est lequel live, mais fais juste scroll down ou va directement sur YouTube ou sur Spotify, puis regarde les titres. Il va en avoir un, maintenant, ça va être comment se préparer pour sa première compétition. Parce que je l'ai parlé beaucoup de fois, puis je vais pas me répéter non plus. Si j'ai déjà parlé, je pense que ça va être plus complet dans un live au complet que de donner comme un résumé en 2 minutes qui va être très peu complet. Mais si tu te prépares pour une première compétition, la première chose que je vais te dire, c'est prends-toi 1 an d'avance. Fais pas genre 3 mois, 4 mois avant, tu vas voir un coach, hey, j'aimerais ça préparer ma première compétition. Non. Puis, je l'ai fait, là, mais avec très, très, très peu de personnes, genre 2 ou 3, je pense, maximum, de prendre quelqu'un à 16 weeks out, 12 weeks out, de dire comme, OK, je te prends pour une compétition. Une des seules personnes que j'ai pris, c'est parce que je connais son potentiel, j'avais déjà entraîné. Puis l'autre personne, c'est que je connaissais ses capacités, c'est pour ça que je l'ai pris. Mais c'est parce que là, après ça, c'est que quand tu commences, tu n'as aucun paramètre de base pour dans ta prep, justement, pour dire, OK, mais est-ce qu'on l'entraîne trop, on l'entraîne-tu pas assez? Est-ce que on commence dans une bonne position avec les calories qu'ils mangent? Parce que faut que tu aies juste... Tu sais, une préparation là, de compétition, ça se prépare. Fait que tu as comme une pré-prep pour amener la personne dans une belle position pour sa prep. Mais tu peux pas arriver genre en prep pis comme oh shit, on est fucking low carb, je suis ci, je suis ça, j'ai le gaz d'avion dans le tapis. Bon, mais là, hey, oublie ça, là, ça fait 6 mois que t'es on cycle, t'es low calories, puis tes résultats sont corrects. On pourra pas arriver en compétition dans un bon environnement, là. Oublie ça, là. C'est sûr que ça va casser à un moment donné, ou tu vas être juste comme correct. Mais tu sais, tu veux-tu aller dans un show correct? Moi, j'ai jamais voulu aller dans un show correct, là. Si je m'en vais dans un show, c'est parce que dans ma tête, je sais que je peux gagner, là. Si je m'en vais là, puis que je commence me satisfierais peut-être d'une 12e ou 13e, là, c'est correct, là. Non, ça va pas dans un show penser de même, là. Le seul show que je me suis dit 5e place, pour moi, ça va être ma première place, c'est quand j'ai fait mon premier national. Parce que je savais, puis dans le temps, là, en 2016, c'était des vrais fucking nationales, là. C'était pas, il y avait 3-4 pro qualifiers au Canada, il y avait un national, t'avais tous les gars, on était 300 athlètes, il y avait une compétition de gars, puis une compétition de filles. Fait que j'avais tellement de monde que là, t'es comme, ben, 5e place, je serais bien content. C'est la seule fois que j'ai pensé de même. Es-tu trop tard de compétition à 52 ans? Es-tu trop tard? Ben non, jamais. Jamais qu'il est trop tard. J'en ai eu un de... Si tu regardes, son nom c'est Fifth Decade Fifth. Je l'ai entraîné cette année. Il a fait la fois d'Abiad. Il a gagné 50 et plus, 40 et plus, senior. Ça veut dire senior, c'est dans ce que je compétitionne. Dans les 1000 lourds, il a gagné première place dans tout, puis il a gagné l'overall de la compétition. Fait que ça donne une idée que ce gars-là, il était capable. Mais ce gars-là s'entraîne depuis des années.
Il a pas commencé à s'entraîner à 50 ans. Il s'entraîne depuis des années. Fait que sa masse musculaire, il l'avait. Puis il s'est dit, moi, je vais faire un dernier show. Puis il est venu me voir, puis il dit, je veux que ce soit toi qui me suive pour mon dernier show. Fait que là, on l'a amené pour cette compétition-là. Puis il a tout gagné. Je dis, big, on s'en va au Toronto pour Qualifier. Puis il a gagné 50 et plus, deuxième dans le 40 et plus, puis troisième dans les seniors. Fait que tu sais, non, il est pas trop tard. C'est juste, là, t'es où, ta situation, c'est quoi, tu as l'air de quoi. Fait que tu sais, DM-moi tantôt, on va regarder ça. Tu sais, envoie des photos, je vais pouvoir t'évaluer, je vais te dire comme, regarde, on peut faire ça. Puis tu sais, à 52 ans, c'est quoi ton objectif aussi? Tu sais, tu peux faire la compétition en ayant un objectif qui est haute de dire comme, hey, moi, je vais pas chercher ma carte de pro, là. Je vais faire ça pour un accomplissement personnel. Tu as le droit aussi de le faire. Fait que c'est juste, faut être compétitif, tu sais. C'est toujours le point. That's it. Fait que j'ai répondu à pas mal de questions. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous dire à tout le monde à la semaine prochaine. Semaine prochaine, si je me souviens bien, je vais avoir quelqu'un que je vais recevoir. Et je donne le Q live là, mais ce qui s'en vient dans les prochains mois, je vais faire des camps d'entraînement. J'ai décidé de faire ça avec justement Phil de Kate Fit qui est en Ontario. Il y avait une gang de gars qui voulaient venir faire un camp d'entraînement avec moi, passer vraiment comme le vendredi, samedi, dimanche pour tout ce qui est pour d'entraînement, parler de nutrition, puis on passe vraiment ces 3 jours, c'est merge de bodybuilding. Puis si tu fais pas du bodybuilding, puis tu veux vraiment comme ton objectif c'est l'hypertrophie, puis tu veux te donner à 100%, ben moi je prends une gang de gars, maximum 6 personnes cette journée-là, ben cette fin de semaine-là, mais on est fucking les 6 puis c'est intense là. Fait que là je pars des camps d'entraînement, il va en avoir un à la mi-juillet, c'est déjà booké, c'est des gars de l'Ontario. Fait que là je vais les entraîner, je pense autour du 15 juillet, puis je vais en faire d'autres, ça s'en vient, si le projet est en branle. Fait que si vous êtes intéressé, vous pouvez me DM déjà pour réserver votre place. Ça va se faire au gym industriel, même chose, on a notre bureau qui est là. Fait que si, mettons, vous restez pas dans le coin, il y a moyen qu'on puisse s'arranger, prendre un arrangement avec un hôtel pour faire des tarifs qui sont avantageux. Fait que si vous êtes intéressé, 3 jours, merge de bodybuilding. Fait que, ben, si t'es fit, si tu restes trop loin, comme je viens de le dire, on set up de quoi, je vais m'organiser avec un hôtel ici pour que ce soit vraiment avantageux pour vous autres. Ou si, mettons, tu dis, hey, moi, j'amènerais un de mes chums, toute la ville, puis ou ça peut même être un Airbnb là. Je peux même louer un Airbnb puis je fais un tarif avantageux pour tout le monde. Fait que il y a plein d'affaires qu'on peut faire, mais l'idée derrière ça c'est vraiment de faire un camp d'entraînement, c'est 150% merge bodybuilding puis on fait des gros workouts. Moi je m'entraîne pas, je vous entraîne. Puis je suis 100% avec vous autres pour vous donner tous les tips au niveau de la biomécanique. Puis après ça, on peut parler d'entraînement, on peut parler de PDs, on peut parler de suppléments, on peut parler de n'importe quoi, whatever. C'est vraiment ça l'idée derrière ça. Fait que ça me prend du monde qui sont fucking motivés. Fait que DM, si vous êtes déjà intéressé, réservez vos places. C'est déjà book pour mi-juillet. On va faire ça après ça un petit peu plus tard. Fait que that's it à tout le monde. Merci beaucoup de votre temps, de votre écoute. C'est super plaisant. Puis oubliez pas, si vous avez apprécié, vous avez appris quelque chose, faites juste liker, faites juste partager, puis c'est le meilleur des cadeaux que vous pouvez me faire pour un mercredi que je prends le soir de mon front à être avec vous autres. Alright? Ciao tout le monde, à la semaine prochaine. Ciao. Alright, merci beaucoup de votre écoute. Vous êtes rendu là, c'est que vous avez passé à travers notre contenu de ce podcast. Et puis, si vous avez apprécié, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker, partager, subscribe. Puis je vous invite même également sur Instagram, alors, barre en dessous, training, barre en dessous, système, de venir nous follow. On met beaucoup de contenu, beaucoup de knowledge. Vous allez avoir accès à nos lives avant tout le monde. Donc, venez nous suivre sur Instagram, puis sinon, on va se revoir pour un prochain podcast. Ciao tout le monde. I'm going through a process, I'm a work in progress. Focused on my destiny, I got no time for nonsense. Finna give you folks the best of me, I'm learning concepts. I think I finally learned the recipe, I'm making progress. Look inside the mirror, I'm my only contest. Every day I'm thanking God, cause he made me a prospect. Got my